Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, il se termine enfin. Maintenant on va attendre ce que va décider les gens de l'État pour qu'on puisse profiter un petit peu et sortir et vaquer à nos occupations de loisirs et professionnelles aussi pour ceux qui sont confinés. Une nouvelle vidéo, un peu atypique mais à l'image de ce qu'on vit actuellement, je la réalise chez moi en ce moment. Bon là vous voyez un beau soleil derrière mais on vient d'avoir une belle pluie d'orage. Bon, ça fait du bien pour la nature, mais ça continue, quoi. J'ai pas de chance. Quand c'est pas les tondeuses, c'est la nature, mais c'est les aléas de la vie. Il faut s'adapter à la situation, comme à la pêche, les amis. Donc aujourd'hui, sur mon approche au feeder, comme j'avais dit, donc c'est l'opus numéro 2, je tiens d'abord à vous remercier de vos retours et de vos messages concernant la première vidéo où je vous présentais mon matériel de pêche à la carpe au cou. Je vois que ça a plu. Merci beaucoup pour votre participation et pour vos likes, c'est important. Comme je le dis, malheureusement, on n'a pas le choix, c'est comme ça avec YouTube. Pour les notifications, c'est très important de liker, de partager et surtout d'écrire des commentaires. L'espace commentaire est là pour ça. Donc les amis, on va démarrer. Donc aujourd'hui sur le feeder, avant de vous montrer mon matériel que j'utilise pour la pêche au feeder, j'avais envie surtout de faire un petit peu le professeur. Pas du tout, parce que j'ai pas la prétention d'avoir les connaissances sur le feeder, et je peux vous dire que c'est une des vidéos où j'aurais plus préparé et où je suis le moins à l'aise pour vous en parler, parce que faut être honnête avec vous, moi ça fait seulement vraiment 4 ans que je pratique le feeder et je le pêche que 20%, quoi. Donc j'ai pas toutes les connaissances, j'ai des bases bien sûr, qui je pense ces bases permettront à certains de découvrir et d'apprendre. Après c'est à la mode Titi, hein, c'est normalement si vous visionnez cette vidéo, que vous êtes un jeune pêcheur ou un pêcheur non expérimenté dans le feeder et que vous voulez vous initier, je pense que c'est une sympathique vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite pour l'intro de cette vidéo et les premières explications. Bah c'est cool, vous êtes encore là, c'est sympa. Merci de me suivre, c'est cool. Donc on va démarrer ce petit tuto sur le feeder avant de vous présenter mon matériel. Pour un pêcheur débutant, qu'est-ce que veut dire le feeder? Donc bien sûr, c'est une technique qui vient de l'Angleterre, comme la plupart des techniques que nous utilisons depuis une trentaine d'années. Nos amis anglais, de toute façon après le foot, la pêche c'est le deuxième sport national chez eux. Et c'est vrai qu'ils nous ont apporté beaucoup de choses depuis 30 ans. La pêche a vachement évolué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pêcheurs français ou des autres pêcheurs de d'autres pays qui ont inventé des choses, mais il faut quand même leur rendre honneur en leur disant que tout ce qu'on pratique à l'heure d'aujourd'hui vient de leur pays. Donc voilà. Donc le feeder à la base, c'est quoi? Le feeder, ça veut dire manger. Tout simplement. Donc le but de quoi? C'est d'envoyer votre appât et de l'amorce dans des endroits précis et de maintenir au fond le poisson en activité sur votre cou, tout simplement. Donc c'est une pêche de précision qui nécessite en fait très peu de matériel. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc c'est une pêche en plus qu'on peut pratiquer pour tout type de poisson, et aussi qui est intéressante parce qu'on peut la pratiquer dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire qu'on peut en étang, en lac, en rivière, en fleuve. Donc c'est une pêche vraiment complète qui, en fait, avec peu de matériel, on peut se faire plaisir. En effet, avec j'irais avec 50 € ou 100 €, allez, on va dire sur un budget de 150 €, vous avez de quoi vous acheter un petit peu d'équipement, des méthodes ou des cages, un moulinet, une canne, et puis vous êtes parti, du fil, et puis c'est parti, quoi. Alors comme je vous expliquais, c'est une pêche donc, qui vient d'Angleterre, qui permet de pêcher avec une précision redoutable,
elle vise surtout les beaux poissons. En effet, avec cette technique-là, vous pourrez pêcher des gros poissons. Ah oui, parce que c'est vrai que, hormis la carpe au cou, où maintenant, avec une canne au cou, on est capable de faire des gros poissons, le matériel évolue tout le temps, le carbone évolue. Mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé au feeder, ça fait 4-5 ans, mais il y a encore 4 ans, vous auriez dit, vous faites des poissons de 20 kg avec une canne feeder, on vous aurait rigolé. Avant, on pensait qu'il fallait pêcher des carpes de plus de 20 kg ou entre 20 kg avec des cannes à carpe, tout simplement. C'était la technique qui est nécessitée pour attraper ce type de poisson. Maintenant, avec une canne feeder, les nouvelles cannes qui viennent de sortir, vous avez sans problème sortir ces poissons-là en vous faisant plaisir, en utilisant peu d'amorces et des petites sections de fil et des petits appâts. Donc on peut pêcher de jolis poissons au feeder. Dans la pêche du feeder, il y a deux techniques qu'on peut utiliser, donc il y a la cage ou le méthode. Bon, concernant mon opinion, bien sûr, parce que ça reste que mon opinion, comme je dis souvent, vous aurez 5 pêcheurs, vous aurez 5 opinions différentes, à vous de vous faire la vôtre. Pour moi, ce sont bien sûr deux techniques un peu différentes, car déjà, en termes d'appât, vous n'utiliserez pas forcément les mêmes appâts, les mêmes amorces, on va dire, que ce soit pour la cage ou pour le feeder, tout simplement qu'avec une cage, on peut utiliser plus ou moins les appâts qu'on utiliserait à la pêche au cou traditionnelle. Avec une canne au cou, on vient préparer dans son seau et on vient lancer près de son bouchon. Ça peut être utilisé, on peut utiliser cette même amorce parce qu'il y a une cage autour qui maintient votre amorce durant le lancer de votre amorce et de votre appât. Par contre, aux méthodes, il est nécessaire d'utiliser des appâts un peu différents, plus collants, de façon, tout simplement, car vous avez un méthode avec une surface plus petite et pas forcément des accroches externes pour maintenir votre appât, votre amorce et votre appât quand vous avez lancé en direction de votre cou. La deuxième différence aussi, c'est que on a sur la cage une amorce décalée par rapport à votre hameçon. C'est pour ça que c'est pour moi une technique qui s'utilise plus pour la pêche en rivière ou en fleuve, parce qu'on sait le courant va venir brasser votre amorce et en continuité va se retrouver plus ou moins près de votre hameçon, votre appât qui servira à attraper le poisson. Donc c'est une amorce décalée. Voilà les différences pour moi entre la cage et le méthode. Après, ça reste mon avis bien sûr, on peut très bien faire aux méthodes des brèmes, des tanges, des gardons, ça m'est déjà arrivé. Mais pour moi, c'est quand même le méthode est plus adapté pour la carpe. Et pareil à la cage, vous pouvez bien sûr pêcher aussi à la cage pour pêcher la carpe en étang. Il n'y a pas de souci, ça fonctionnera aussi. Ça sera à vous d'adapter les longueurs de vos lignes et vos appâts en fonction de ce que vous voulez pêcher, tout simplement. Maintenant, vous allez me dire pourquoi pêcher au feeder? Parce qu'on pourrait dire c'est encore une technique supplémentaire. Je trouve que le feeder est très intéressant pour l'investissement déjà. Il est dérisoire, ce que je disais tout à l'heure. La mise en œuvre pour se mettre au bord de l'eau, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est ça qui est hyper intéressant. Vite installé, vite rangé. C'est une approche aussi qui est hyper intéressante du fait qu'on utilise peu d'appât, peu d'amorce ou peu de pelés. Donc quand ça ne mord pas sur un poste que vous êtes installé, c'est très facile d'aller sur un autre poste en 10 ou 15 minutes, vous avez déménagé, vous êtes allé sur un autre poste et vous redémarrez votre pêche. Il ne faut pas oublier quand même que ça reste une pêche d'opportuniste, la pêche aux méthodes, hein. Ça c'est clair, ou à la cage aussi, hein. Mais ça reste une pêche opportuniste. En fait le but c'est de chercher les poissons et le but c'est de traquer les carpes. Les carpes parce que je vous parle des carpes, mais de traquer les poissons, il faut aller chercher le poisson où il est quoi. Alors que la pêche pour moi au cou, c'est vous installer sur votre station, vous amorcez, vous faites venir le poisson sur votre cou. Donc c'est vraiment deux stratégies. Après sur la finesse de pêche, ça y ressemble totalement, mais sur la stratégie de pêche, elle est un peu différente. Là, on va faire venir le poisson sur le cou où vous êtes, alors que au feeder, on aura tendance à traquer le poisson, ça ressemble vraiment à une pêche de stocking en fait, où vous essayez un endroit, ça marche pas, on déménage, on change d'endroit et on repêche. Donc si je résume par rapport à tout ce que je viens de vous dire, donc l'investissement pour commencer à pêcher au feeder, elle n'est pas excessive, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour aller pêcher, vous êtes vite installé, vous rangez vite. C'est une pêche en fait qui peut se pratiquer quand vous avez des plans d'eau à portée de vélo ou à portée de voiture. Vous pouvez aller faire des pêches de 2 heures et vous amuser en 2 heures et faire une belle bourriche ou de belles carpes, de belles photos. Pas besoin d'énormément d'appât par rapport au coup où il est nécessaire de, comme je disais, préparer son coup, d'amorcer pour faire venir le poisson. Là, avec très peu d'appât, très peu de quantité, on s'en sort, donc ça coûte pas très cher en amorce non plus. Et puis le point positif, c'est que c'est une pêche qui peut se pratiquer partout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez pêcher partout après, il faut juste avoir le matériel adapté à l'endroit où vous allez pêcher et au poisson que vous recherchez. C'est une pêche ultra dynamique.
parce qu'il est nécessaire d'avoir une fréquence de lancer régulier pour continuer à amener de la nourriture aux poissons. Comme on lance de très peu de petites quantités, mais il faut quand même nourrir les poissons pour les maintenir sur votre coup. Si vous êtes régulier, c'est ce qui donnera la réussite aussi de votre pêche. Voilà les éléments que je voulais donner au départ pour vous présenter un peu le feeder pour quelqu'un qui découvrirait cette vidéo et qui ne connaît pas cette technique. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail au fur et à mesure, et vous endormez pas, c'est pas fini. Vous êtes toujours là, c'est super. Merci d'être toujours présent à cette vidéo. Donc avant d'aborder les cannes, je voulais aborder avec vous les sions, parce que ça a été quelque chose pour moi qui a été nouveau, difficile à comprendre au départ, parce que j'avais pas forcément une notion. Et j'ai été obligé, comme la plupart d'entre vous, d'aller chercher sur internet les informations, parce que ça peut être un peu déstabilisant pour quelqu'un qui débute à la pêche et qui aimerait comprendre. Donc comme je vous avais dit au début, c'est une technique qui vient d'Angleterre. Avant d'aborder la canne, comme je disais, c'est la chose la plus importante. Le choix du bon sion, c'est la réussite de votre pêche. Donc il est important de comprendre un peu les bases. Je vais rapidement vous les présenter. Il y a d'excellentes vidéos aussi sur YouTube. Je vous invite à aller voir celle de Lionel Schaeffer par exemple. De toute façon, comme vous regarderez, c'est dans le descriptif de la vidéo. Généralement, je mets des liens des chaînes que je suis. Donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, ça ne sert à rien de faire de la redite. Il y a des vidéos qui ont été faites sur le sujet qui sont très intéressantes. Je vous mettrai les liens et ça permettra de compléter cette vidéo. Voilà. Donc les sions, comme je disais, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment comprendre le système. Donc l'unité de mesure, c'est une unité en ose qui correspond à l'unité de volume. Donc il faut savoir que si vous allez sur Google, vous tapez ose, un ose égale 28 grammes. C'est la correspondance entre leur unité et notre unité européenne, on va dire. Parce que bon, les Anglais font tout différent de nous, mais c'est comme ça, quoi. Donc le sion, c'est la continuité de la canne, c'est ce qui est l'extrémité de la canne, ce qui est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de détecter les touches. Ensuite, le sion va vous permettre aussi de lancer précisément, de résister aussi à la cage ou aux méthodes que vous allez utiliser. Donc si vous avez un sion de 1 ose, ne mettez pas une cage de 75 grammes par exemple, parce que là vous risquez de casser votre sion. Donc c'est pour ça c'est très important. Par contre, il faut adapter votre sion à l'endroit où vous allez pêcher et au type de poisson que vous recherchez. Donc généralement les 1 ose c'est utilisé pour les petits poissons, on va dire, dans des eaux closes où il y a peu de vent. Les plans d'eau aussi dits difficiles où on aura besoin de descendre en diamètre de sion. Par contre, ça dépendra aussi, comme je disais tout à l'heure, ça dépendra aussi de votre poids de votre cage ou de votre feeder. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Donc généralement, pour des petits poissons, on va être sur des petits sions et en fur et à mesure des endroits, quand vous allez aller en lac, il y aura besoin de lancer plus loin et lancer un peu plus de charge, on montera en diamètre, on ira jusqu'à du 3, du 4 oses. Et ensuite, tout ce qui est rivière, c'est pareil. Là, on montera plutôt sur du 6 oses. On aura besoin de lancer plus précisément et beaucoup plus d'appât. Donc, il sera obligé de monter en section de sion pour que la cage ou votre méthode résiste, que votre sion résiste au poids de votre cage ou de votre méthode. Voilà, c'est ça l'importance. Ensuite, il est important aussi, si vous utilisez un sion trop important ou en diamètre, si vous prenez sur du 2 ou du 3 oses et que vous utilisez une cage de 25 grammes, ce qui va se passer, c'est quand vous allez tendre votre fil, vous risquez de tirer, comme la résistance du sion est plus élevée que la cage, le poids de la cage, le sion va faire bouger votre cage ou votre feeder, c'est pas le but. En fait, le but c'est que ça soit un ensemble et un équilibre. Donc en général, pour les étangs de petits poissons, on sera sur du petit sion, on sera sur du 1 ose parce qu'on n'aura pas besoin de lancer bien loin. Pour la carpe, en général, moi je pêche sur du 2 oses, 2 oses et demi. Et même l'hiver, ça m'arrive sur des pêches difficiles ou sur des ficheries difficiles où je vais descendre volontairement. C'est pas parce que vous pêchez la carpe qu'il y a besoin de dire ah c'est du gros poisson donc je vais mettre un gros sion. Non, pas du tout. C'est tout un ensemble. C'est la cage, le poids de votre cage, le poisson que vous recherchez et la distance de pêche et le lieu de pêche. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut retenir la règle, quoi. Mais si vous êtes sur un plan d'eau difficile qui a de la carpe, avec un petit sion, bien sûr, si vous avez un petit feeder de 10 ou 15 grammes, avec un ose et demi, vous pourrez sortir du poisson sans problème, à condition bien sûr que vous pêchez qu'à 20 mètres ou 25 mètres. Parce que sinon vous aurez des difficultés pour lancer ou le fil va vriller au bout du sion et vous risquez de casser. Dans les sions feeder, vous avez deux types de sions. Vous avez les sions qui sont en fibre de verre et les sions en carbone. Voilà, je vous les montre. Fibre de verre, carbone. Ok. La seule différence entre les deux, c'est que les fibres de verre ont une tendance à être plus souples, donc vont avoir une rigidité plus souple, et le carbone
plus rigide. Voilà la seule différence entre les deux, tout simplement. Donc pareil à utiliser en fait généralement, c'est sur les petits diamètres de sion, on sera souvent en fibre, mais il peut en avoir en carbone, c'est pareil, hein, quand vous allez acheter votre canne, il y aura des sions supplémentaires de fournis, soit en fibre, soit en carbone, en fibre et en carbone. Ça va dépendre de la canne que vous achetez pour le type de poisson que vous recherchez et la distance de tir, la distance de pêche, pardon. Donc ça, après rien n'empêche que si vous êtes intéressé pour avoir des sions en carbone de 1 ose, vous pouvez en commander, après c'est vous qui vous adapterez avec la finesse de pêche que vous recherchez. Donc pour conclure sur les sions, donc l'unité de mesure est en ose qui correspond à 28 grammes. Alors 28 grammes c'est le poids de votre cage ou votre poids de méthode plus l'amorce qu'il y a dessus. C'est important aussi à préciser. On a deux types de sions, fibre de verre ou carbone. Okay. Comment utiliser un bon sion? Donc c'est simplement, il y a 4 étapes à respecter pour être sûr qu'on ne se trompe pas trop, quoi. Le type de poisson que vous recherchez, le lieu de pêche que vous recherchez, si c'est étang, lac, rivière ou fleuve, les conditions climatiques, si vous avez du vent, de la tempête ou tout simplement du soleil et pas de vent du tout, on peut adapter aussi son type de sion. Et pour terminer, le truc qui est le plus important, la taille de votre sion va dépendre aussi de ce que vous allez envoyer comme appât sur votre poste, dans votre cage ou sur votre méthode. Voilà. En fonction de ça, si vous utilisez un méthode de 45 grammes plus l'appât dessus, on va être aux alentours de 50 grammes, c'est sûr qu'il ne faut pas utiliser un sion de 1 ose. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur les sions. J'espère que j'ai été clair, que je ne vous ai pas trop embrouillé. Et comme je disais dans la vidéo, je vous invite à aller regarder des excellents tutos qui ont été faits par des amis youtubeurs. Je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour l'instant, on va continuer. Maintenant, on va passer sur la canne et on finira bien sûr, comme je disais, sur mon matériel que j'utilise pour pêcher la carpe. Qu'est-ce que vous faites là? Oh merde, la vidéo a terminé. Je me disais bien ce matin en me réveillant, j'ai un truc à terminer. Oh quel couillon va. Oh bon les amis, comme vous constatez là, j'ai une petite vengeance personnelle. Là. Donc il fait beau, tout le monde se repose, il est bonne heure. Ben, je vais faire comme tout le monde, je vais passer la tondeuse quoi. Donc je termine la tondeuse les amis et on se retrouve pour la fin du film. A tout de suite. Bon me voilà les amis. La corvée de tondeuse est terminée, mais ça repousse tellement vite que je dois recommencer. Donc j'essaye de trouver un petit moment de calme. Et bon, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit de fond, je suis désolé. Hein. Donc les gens ont besoin de s'exprimer autrement que de rester enfermés à la maison, ça peut se comprendre. Donc la dernière partie, avant de vous présenter mon matériel, je voulais parler un peu des cannes feeder. Donc vous allez normalement trouver 3 types de cannes. Donc vous avez les cannes paraboliques, semi-paraboliques, et cannes action de pointe. Donc les cannes paraboliques, c'est des cannes généralement pour pêcher en ficherie qui ont été créées par les Anglais comme d'hab, pour pêcher au feeder sur des petits poissons ou de la carpe bien sûr. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on dit semi-parabolique, pourquoi? Parce que l'extrémité du sion peut aller carrément toucher le talon de la canne. Vous ne pourrez pas lancer bien long avec ça en précision parce que ça va partir un coup à droite, un coup à gauche. Donc c'est vraiment des cannes réservées pour pêcher dans les ficheries à courte distance, mais essentiellement pour du plaisir. On va être dans du 1, 2, 3 oses, maxi, grand maxi, hein, je pense. Ensuite, vous avez les cannes semi-paraboliques, c'est les cannes que moi j'utilise. Donc la canne semi-parabolique, elle vous garantit une réserve lors du combat, c'est ça qui est intéressant. Et elle est vraiment, et puis vous pêcherez sans problème des gros poissons plus facilement que si vous pêchez avec une canne parabolique. Pareil, pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui ont acheté des cannes il y a bien longtemps, il y a eu une évolution dernièrement, c'est que maintenant beaucoup de cannes feeder sont sur des cannes en 2 brins. Tout simplement qu'en canne de 3 brins, vous regarderez, hein, si vous faites des recherches sur internet, généralement, bon ça c'est en train de changer, mais les cannes en 3 brins sont toujours un peu moins chères que les cannes en 2 brins. Mais je trouve plus intéressant de pêcher en canne en 2 brins parce que vous avez la partie en base, tout ce qui est talon qui va servir en fait de résistance, de la réserve pour combattre un poisson, et la partie sion qui va plier en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors que quand vous pêchez à 3 brins,
la partie du milieu en fait elle sert pas à grand chose, elle casse l'effet que pourrait avoir une courbure homogène. C'est pour ça que de plus en plus les cannes feeder, vous verrez, hein, de toute façon c'est en train de se démocratiser et de toute façon ils sont en train de peu de copier, je dirais, les carpistes. Ça fait très longtemps qu'ils pêchent avec des cannes de brin pour justement profiter de cette courbure et avoir une sensation avec le poisson. C'est une canne combo qui peut s'utiliser en ficherie, qui peut s'utiliser en étang, en rivière, en fleuve un petit peu, tout dépendra du courant. Après, on est sur des cannes aussi où on n'enverra pas beaucoup de charge en fait. On va monter à 45-50 grammes grand maxi sur ces cannes-là. On sera sur des sions, on va dire de 2 à 2-3 oses. Ouais, même 1,5, on peut monter du 1 ose. Après, ça, comme j'expliquais au début du tutoriel, c'est que ça dépendra, votre sion et dépendra de ce que vous mettrez en poids de cage ou en poids de méthode. La dernière version de canne, c'est l'action de pointe. Donc là, pour moi, c'est des cannes qui sont vraiment réservées pour pêcher dans les grands lacs, où on a besoin de forcer sur la canne et fouetter pour pêcher loin, ou bien sûr, et essentiellement aussi sur la pêche de rivière en fleuve avec forte courant, quoi. De grosses charges de cage ou de feeder, et pour résister au courant et à la quantité d'amorce que vous avez besoin de lancer sur votre poste de pêche. Après, peut-être aussi les compétiteurs, on a pu voir ça au travers de live, les compétiteurs, eux, qui ont besoin vraiment, qui sont pas forcément là, bon, ils pêchent, ils ont du plaisir, mais qui sont là vraiment pour avoir un rendement en termes de pêche, ramener rapidement le poisson, c'est le but. Là, ils prendront peut-être des cannes d'action de pointe où, en fait, ils auront vraiment plus de facilité pour contrer le poisson et le ramener plus rapidement à l'épuisette. Voilà. Mais en termes de plaisir, en pêche de loisirs, c'est vraiment des cannes très souples où vous aurez pour des pêches de 20-25 mètres avec des petits feeders ou des petites cages. C'est pas la peine de compter là-dessus pour de pêche de précision, c'est impossible parce que c'est tellement souple, vous n'aurez pas du tout de régularité dans vos lancers. Mais par contre, pour pêcher des poissons d'1,5 kg, 3 kg, c'est super fun, quoi. Ça plie, c'est vraiment que du plaisir. Après, donc je disais, les actions semi-paraboliques, c'est les cannes les plus courantes que la plupart des gens vont rechercher, qui passera un peu partout, une canne combo pour moi, sauf bien sûr sur les fleuves et les rivières, si vous avez du courant ou si vous envoyez des charges, ça ne sera pas possible d'utiliser ces cannes-là. Et les actions de pointe qui sont vraiment pour les pêches en grand lac, pêche extrême, où vous avez besoin de fouetter, de lancer loin et des grosses quantités de nourriture, soit avec votre cage ou votre feeder. Bon, les moulinets, il y a un choix énorme en fait. Bon, on va être sur des moulinets, ça va pareil, hein, ça va dépendre des cannes que vous utilisez, les longueurs de canne, mais on va partir sur du 3000, sur des petites cannes, par exemple sur des semi-paraboliques, des cannes de 2,70 m, 3 mètres, on peut monter du 3000. Sur les cannes de combo, moi que j'utilise, j'ai souvent du 4000, il y en a qui vont utiliser du 5000. Après, moi je vous conseille, c'est de vous rapprocher des gens qui vendent le matériel. Renseignez-vous parce que c'est important d'avoir un bon équilibrage entre le poids de la canne et le moulinet, de façon que tout soit en harmonie et que le plaisir soit toujours là. Voilà. Après, sur les lacs et les rivières, on peut monter en 5000, 6000, où il y a besoin de lancer loin, donc on sera avec des grosses bobines, hein. Ça ressemble vraiment, on commence à se rapprocher de la pêche à la batterie avec des grandes cannes, quoi. Voilà. En termes de fil, le fil, c'est tout simple, hein. Donc il y a deux types de fils, c'est soit la tresse ou le fil pas traditionnel, parce que le fil qu'on va utiliser va être sur des fils avec un pouvoir d'allongement très court. Le but, c'est d'avoir la sensation et de voir tout rapidement la touche. Pour moi, la tresse, c'est plus adapté pour le petit poisson, le gardon, la brème, la tanche, dans des pêches difficiles. Voilà. En termes de taille de fil, on va être sur la tresse, on sera sur du 10 à 16 centièmes. Et pour le nylon, ça va de 20 à 30 centièmes, toujours pareil, hein. Vous adapterez la taille de votre fil en fonction du poids de votre cage et de la canne que vous avez. Si vous avez besoin de lancer loin, il y a même la possibilité sur des cannes en action de pointe, il y a des gens qui montent des têtes de ligne aussi, de façon à pouvoir fouetter fort sans que ça casse au moment du lancer. Voilà les amis. Je pense que j'ai fait le tour, je suis resté assez généraliste, mais déjà avec tout ce que vous avez entendu, ça va vous donner une bonne base de données. A tout de suite pour montrer le matériel et la dernière partie de la vidéo. Bon les amis, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous présenter brièvement mon matériel. Je ne savais pas trop comment faire en fait, est-ce que je ressortais la station et tout, bon vous la connaissez. Et comme j'ai quand même abordé le sujet au début en disant que la pêche au feeder, on pouvait utiliser peu de matériel pour pêcher, ça allait pas forcément correspondre à ce que je vous montrais. Donc on peut pêcher le feeder bien sûr avec une station, hein, c'est l'avantage, mais pour quelqu'un qui commence, hein, moi j'ai un siège feeder Corom, il y a des sièges qui sont adaptés, un siège traditionnel aussi fera très bien l'affaire. Après on va s'équiper un petit peu. Moi quand je vais au feeder,
j'ai un sac, un fourre-tout. Là-dedans, je mets tout. Mes feeders, mon amorce, tout est dedans. Tout ce qui me permet de pouvoir pêcher en rapide, un style stocking. En fait, juste un sac, ça suffit, quoi. Voilà. Ensuite, en petit matériel, si on commence, alors quelque chose aussi que j'utilise beaucoup. Donc ça, maintenant, toutes les marques en font. Hein. Donc c'est ce qui permet de ranger à l'abri de la lumière et de l'humidité. Hein. Et moi, je mets tous mes modèles de méthode dedans, ou mes cages aussi. Donc c'est ça comme ça, c'est bien. Je mets mes moules dedans. Hop, ça ferme, ça range dans le fourre-tout. Ça se balade pas dans le sac. Et comme ça, au moins, c'est carré. J'ai un déconteneur en fonction de ce que j'ai besoin. Comme ça, ça me permet, par exemple, là, j'ai tous mes hameçons. J'en tout dedans. Pour le méthode feeder. Voilà. Tout est rangé dedans, c'est propre, ça traîne pas dans le sac. Et puis bah, l'avantage, c'est rangé dans une armoire. Je prépare mon sac, paf, paf, je mets tout dedans, terminé, on n'en parle plus. Pour pêcher aux méthodes feeder, il y a la possibilité, c'est d'avoir des piquets. On peut mettre des piquets, puis après vous allez voir, vous allez vouloir prendre un petit peu de confort. Donc moi j'ai des bras feeder. Hein. Le modèle, voilà, qui s'adapte sur mon siège Corum. Donc c'est bien. Je rajoute généralement un piquet au bout parce qu'il y a un petit peu de vibration, mais ce qui est un support de canne qui permet vraiment de stabiliser et bien voir les touches. C'est ça qui est important en fait. Donc j'ai ce modèle là, et j'ai ce modèle aussi qui va sur ma station, bras courts. Bon, moi j'ai des bras assez courts parce que j'ai des cannes courtes, hein. C'est des cannes de 3,30 m, 11 pieds, donc ça va très bien, hein. C'est adapté. En fait c'est dans le prolongement de ma station, et j'ai généralement le pommeau de la canne sur ma cuisse, prêt à ferrer, quoi. Ou prêt à retenir la canne quand le poisson est là. Ensuite, sur les méthodes, donc là j'ai sorti un peu tous les échantillons que j'ai, hein. J'ai mis ça dans une petite boîte. Je voulais juste aborder un sujet, en fait, surtout s'il y a des carpistes qui regardent. Vous avez des méthodes adaptées pour pêcher sur des cannes carpes. Donc là je suis sur du 56 grammes, et là c'est du 90 grammes. Voilà, donc on peut monter des bouillettes de 20 mm. Je dois avoir les moules, voilà. Voilà. Donc ça, c'est Avidcarp qui fait ça. Hein. Là, vous voyez le moule, on peut mettre de la contenance. On peut mettre une bouillette de 20 mm sans problème. Et ça, c'est quand même super intéressant la journée quand vous n'avez pas trop de touches. Bon, pour faire une pêche rapide ou essayer de susciter un peu la curiosité des poissons, ça permet de s'adapter. Puis après, en mode nuit, vous revenez en mode traditionnel, quoi. On peut l'utiliser aussi pour le feeder traditionnel, mais on sera plus sur des... Comme là, on est en train d'annoncer, j'annonce du 90 grammes, donc on sera sur des cannes d'action de pointe avec des gros sions de 4-5 oses pour pouvoir envoyer ça, quoi. Ensuite, les méthodes que j'utilise, différents modèles. Voilà. Celui-là qui est intéressant aussi, si vous pêchez à l'asticot. Donc là c'est pareil, c'est Corum. Donc là il s'ouvre, il s'écarte, vous mettez vos asticots à cet endroit là, vous refermez, et après il passe par les trous, c'est intéressant aussi. Bon, je sais pas une technique que j'emploie beaucoup, mais ça peut très bien marcher en période hivernale ou en début de saison quand vous avez des poissons encore un peu pointilleux sur la nourriture. Le seul truc à retenir sur les méthodes, pour quelqu'un qui débute, vous allez être un peu déstabilisé. En fait, on a des méthodes différentes tailles, donc il faut faire attention aux méthodes que vous allez acheter en fonction du fond que vous allez pêcher. Si vous pêchez dans 1,50 m, 1 m 50 d'eau, vous pouvez utiliser une méthode traditionnelle. Après, on va avoir des méthodes qui s'appellent des hybrides, et généralement on voit il y a un rebord sur le côté ici, rehaussé. Ça permet de maintenir un peu plus le pelé ou le mix que vous allez utiliser, de façon au moment du lancer et de l'impact, et que de façon que quand ça arrive en bas, vous avez encore de l'appât sur votre méthode. Voilà. Après, bon, on a différents moules en fonction des modèles que vous allez utiliser, hein. Il n'y a rien de particulier. Voilà, hein. Après, c'est pour ça que moi j'ai des petites boîtes, hein, les petites boîtes plastiques que je vous montrais pour ranger, parce que après on commence à avoir un stock de... En fait, vous avez généralement des moules qui correspondent au modèle de méthode que vous choisissez. Puis avec le temps, on achète, et puis on se retrouve avec une quinzaine de moules et 15 différents méthodes. Après, c'est pareil, hein, c'est une question d'habitude. On s'habitue à des modèles, on aime bien, on essaye, on en rachète d'autres, on essaye, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de... La seule truc, hein, c'est bien retenir, c'est bien faire attention quand vous achetez un méthode, de regarder si c'est un hybride, de façon à s'assurer que si vous pêchez dans des profondeurs un peu plus importantes, votre mix va tenir, voilà, ou votre pelé. Bon, après il y a aussi ceux-là
qui peuvent être intéressants, c'est des petits plombs. Des petits plombs qu'on utilise. Pourquoi on utilise ça? C'est quand on commence à avoir trop de touches, trop d'amorces. Et des fois, c'est intéressant de pêcher juste sans renvoyer l'amorce. Il y a juste la part. Et des fois, ça peut faire la différence, quoi, quand vous avez beaucoup de fausses touches aux méthodes. Maintenant, je vais vous parler des cages feeder. Bon, c'est quelque chose que je ne pratique pas beaucoup. C'est quoi? C'est peut-être 5-10%, pas plus. Quand des fois, j'ai pas de carpe et je vais pêcher un peu la vrème. En fait, les feeders, je les utilise vraiment que pour pêcher au pod feeder. Donc là, c'est des modèles justement au pod feeder. Vous voyez, avec ce qui permet de pêcher avec un montage coulissant. Donc en fait, c'est posé comme ça, à plat sur l'eau. Là, vous avez votre fil. Et derrière, vous avez un montage coulissant. Voilà. Les cages traditionnelles, hein, ça c'est des cages qu'on utilisait. Bon, il y a plein de modèles en fait en fonction pour mettre beaucoup de nourriture. Voilà. Et ce modèle aussi que j'utilise le plus souvent en fait, qui est pratique pour moi, c'est que c'est interchangeable. En fait, on peut passer d'un méthode à une cage, quoi, rapidement, sans se prendre la tête, quoi. Voilà, les amis, pour les cages et les méthodes que j'utilise. Voilà les amis, les modèles de méthodes et de cages que j'utilise. Sur les hameçons, donc j'en monte moi-même, mais je ne me prends pas trop la tête en fait. J'en achète, je les achète. Donc là par exemple c'est un truc très pratique. J'ai déjà abordé le sujet. C'est un système aimanté. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ça traîne pas. Donc j'ai deux modèles que j'utilise. Celle avec une balle plastique pour mettre des pelets. C'est des bas de ligne de 8 cm. Moi j'utilise beaucoup de bas de ligne courts pour pêcher aux méthodes. Et là, depuis l'année dernière, j'utilise aussi les systèmes avec une vrille. Donc en fait, on vient perforer l'extrémité du pelet ou d'une micro-bouillette. En termes de taille, donc là, je vais du 16 à 17 à 19 centièmes. Et en taille d'hameçon, donc là, on est quand même sur des petits hameçons, hein. Je vais de 16 jusqu'à 10. Maxi 10, c'est rare, hein. C'est 12, 14, 16, les tailles que j'utilise le plus souvent pour pêcher aux méthodes la carpe. Ensuite pour la cage c'est pareil, hein. J'ai des balignes un peu plus longs. En fait la cage après c'est des balignes que vous faites vous-même, donc là on peut en acheter tout fait, mais là je les fais moi-même à la cage. Vous avez des balignes qui s'adaptent en fonction de la pêche. Après ça ça dépasse un peu mes compétences, comme je la pratique pas beaucoup, mais généralement moi pour la carpe je mets une longueur de 50 cm. C'est ce qui va très bien quand je pêche avec une cage. Donc on va passer sur les cannes. Alors tout ce que je vous ai dit pendant cette vidéo, tout ça je ne l'ai pas appliqué quand j'ai acheté le matériel. Donc je vais vous montrer ma première canne. Donc là c'est une canne, c'est une Daiwa, c'est la Megaforce. Donc c'était une canne particulière, c'est qu'en fait c'était une canne qui pouvait à la fois, qui peut toujours bien sûr, parce que je m'en sers encore, mais qui peut se monter en 3 mètres, en 3,60 m ou 3,90 m. Donc là c'est une canne de 3,90 m. Donc après il suffit de vous enlever un intermédiaire, ici je peux vous montrer, voilà, ça fait un brin. Voilà, donc là vous voyez c'est la rallonge, j'enlève cette rallonge là et je change de distance en fonction de si je pêche dans un petit plan d'eau, si j'ai besoin de fouetter. Donc c'est une canne quand même, du coup c'est une canne d'action de pointe, hein. C'est une canne combo en fait, que je me sers uniquement pour justement envoyer des cages, style de cage comme ça, hein, celle-ci par exemple. Ce qui me permet quand je fais des petits matchs au feeder ou c'est spécial feeder aux méthodes, du coup j'envoie 4-5 cages comme ça directement pour amorcer, puis après je passe directement avec la méthode traditionnelle pour amorcer sur mon spot. Donc là c'est une canne combo avec un moulinet débrayable parce que moi je suis un ancien carpiste. Alors un moulinet c'est un bait runner, c'est un 4000 débrayable. C'est vrai que pour la carpe, moi venant du monde de la batterie, j'ai eu d'énormes problèmes au départ de pêcher avec des moulinets traditionnels. Donc c'est vrai que par facilité, c'était quand même, ça m'évitait d'avoir des surprises. Bon maintenant je suis quand même passé sans débrayable, ça le fait très bien. C'est juste une question de faire attention et bien sûr, faut toujours avoir l'œil sur sa canne parce qu'à la carpe on peut avoir des surprises sinon. Donc du coup j'avais cette canne là. J'ai dit bon je vais essayer d'avoir une canne qui plie un peu plus. Et à l'époque j'avais acheté ce modèle de chez Corum. Alors j'ai pas la référence exacte, mais c'est un modèle apparemment qui se fait plus, mais qui était hyper intéressant au niveau prix, parce que c'est un modèle que j'ai payé 70 €, avec pareil toujours un bait runner en 4000 débrayable. Par contre l'inconvénient c'est que c'est une canne en 3 brins. Donc l'explication, donc là vous avez la partie ici qui va être la réserve de la canne.
Ici, on a une partie intermédiaire qui est un peu, je vais être vulgaire, mais un peu bâtard, quoi, qui sert à rien en fait. Et la partie qui va plier, c'est l'extrémité du sion ici. Voilà. Mais du coup, quand vous regardez là, on n'a aucune souplesse, quoi. On n'a pas de, on n'est pas dans le semi-parabolique, on est encore, je ne vais pas dire c'est une canne de pointe, mais ça s'y ressemble en fait. Toute cette partie au milieu, elle sert à rien et du coup, on ne profite pas de la courbure de la canne pour travailler le poisson. C'est une bonne canne quand même pour pêcher, hein. J'ai fait un amour de blanc de 17 kg avec. Donc on pourra dire à la rigueur ça peut être une canne intéressante pour avoir un peu, pour les compétiteurs qui auraient besoin sur des poissons de 4-5 kg, de ramener rapidement pour justement épuiser rapidement le poisson, ça peut être intéressant, quoi. Et la dernière, qui est en fait en adéquation par rapport à mon retour d'expérience, donc je me suis pris une canne spéciale carpe, parce que c'est ce qui est adapté à ma pêche. En fait, j'ai acheté une canne en fonction de ce que je pratiquais le plus souvent, quoi. Donc moi, c'est pêche en ficherie, dans des petits plans d'eau. Du poisson que je cherche, c'est entre 8 et 15 kg. Donc j'ai trouvé le bon compromis. Donc là, c'est la Monster Feeder Carp de chez Preston. Avec un petit cadeau, je me suis fait plaisir. J'ai acheté le Centris, un 420. Donc là, j'ai vraiment une canne vachement équilibrée. Et le point intéressant, c'est que c'est une canne en deux brins. Voilà. Donc là, je profite vraiment à la fois de la réserve de la canne, donc c'est une canne semi-parabolique, et j'ai le plaisir de la sensation que la canne plie, donc j'ai toute la partition ici qui se plie, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Donc c'est pas une parabolique, c'est une semi-parabolique, j'ai de la réserve sur les gros poissons, c'est vraiment adapté pour les poissons que je recherche, voilà. Voilà pour les cannes. En ligne, je suis en nylon, hein, ce que je vous disais. Moi, j'ai pas du tout de tresse, j'en ai pas besoin. Puis de toute façon, pour la carpe, je trouve pas ça utile et c'est plutôt même dangereux pour le poisson. Donc voilà. Donc voilà mon dernier achat que j'ai fait en feeder, qui est vraiment adapté à ce que je pêche. Voilà. Je suis donc à vous de faire des tests, à vous de regarder exactement où vous allez pêcher le plus souvent, et quel poisson vous recherchez, et vous adapterez votre matériel en fonction de ce que vous pêchez. C'est tout simplement ça, quoi. Mais il a quand même fallu que j'achète 2 cannes avant, et puis que je m'informe, que j'apprenne, pour m'apercevoir que en fait ce que j'avais avant, ça n'allait pas, quoi. Voilà. Mais bon, c'est ça, hein, c'est comme on dit, c'est la pêche. Bon, c'est les commerçants qui sont contents parce qu'on achète du matériel, mais du coup je me retrouve avec 2 cannes à côté qui me servent pas forcément bien, qui me servent pas, ou je vais dire c'est des... Maintenant, ma Corum, c'est devenu une canne mulet, quoi. Voilà. C'est une seconde canne mulet. Et comme je disais, la première, la Daiwa que je vous ai présentée, en fait, c'est plutôt une canne pour amorcer, quoi. Pour lancer une grosse quantité d'amorce, parce que je ne peux pas le faire avec cette canne-là, quoi. Là, en quantité, en équilibrable, là, on est bien. En grand maxi, c'est 45-50 grammes, pas plus. Après, après on joue sur le nerf de la canne et on est dans la zone orange-rouge, on peut avoir de la casse, quoi. Alors je n'ai pas précisé, hein, je vous ai montré, donc celle-ci elle est c'est une 330, la Monster. La Corum c'est une 330 en 3 brins, vous voyez bien la différence. Et la dernière, je vous ai dit 3,90, la première, pardon. Et je voulais juste faire une petite aparté aussi, parce que c'est un sujet que j'aborderai cette année sur une prochaine vidéo, et ça devient d'actualité, on en entend parler beaucoup. Donc vous avez la spéciale feeder, j'ai acheté aussi la spéciale pelet, donc en fait c'est une canne pour pêcher au waggler. Voilà, je peux vous la montrer. Pêcher au waggler qui est vachement intéressant, avec un 320 en moulinet, et là donc c'est un Inertia, c'est la gamme en dessous du Centris. Parce que bon, je voulais pas réinvestir quand même, parce que bon, le Centris il coûte un billet, mais bon, c'était une histoire de plaisir. Celle-ci, c'est une canne waggler, en fait. La pêche au waggler, on pêche pas toute l'année au waggler, hein, c'est une pêche d'été, hein, c'est pêche de surface. Donc je voulais avoir un équipement relativement pas trop cher, et comme c'est quand même une pêche que j'ai occasionnellement faire, je voulais pas réinvestir dans un moulinet excessif, donc c'est pour ça que je suis passé sur la gamme en dessous, et c'est un excellent produit, qualité-prix excellent. Donc voilà. Et là je suis monté sur un monofilament qui est spécialement fait pour pêcher au waggler. Après les bouchons sur le waggler, qui a différents modèles. Donc ça c'est les modèles les plus courants qu'on utilise au waggler, hein. Voilà, donc là il y a du Preston, Matrix et Guru. Vous voyez, j'ai trois marques différentes. Et puis après, on peut aussi, au pellet waggler, récupérer, moi ça m'arrive aussi des fois, c'est de pêcher avec des bouchons qu'on utiliserait plus pour la pêche à l'anglaise. Mais ça marche aussi, hein. Si vous avez des bouchons à l'anglaise, pour commencer, vous pouvez aussi utiliser, quoi. Voilà. Voilà les amis, je pense que j'ai rien oublié.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous invite surtout à bien faire un petit pouce bleu, hein, comme je disais. C'est malheureusement, si on veut que la vidéo soit vue par un plus grand nombre, il est nécessaire de faire le petit pouce bleu, hein, c'est comme ça que ça marche YouTube. Et pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Et encore un grand merci pour vos participations live sur le Coffee Time Titi, je vois que ça plaît et je vous promets, on essaiera de continuer à en faire. Ça ne sera pas forcément aussi intense que ça a été pendant le confinement, mais on en fera de temps en temps, ça c'est promis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao.